Je suis rentré à la maison dans un fauteuil roulant pour trouver mon mari qui attendait avec mes valises sur le porche. Sors. Prends tes enfants. Je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai rien dit. J'ai simplement souri. Il était sur le point d'apprendre ce que mon silence signifiait. Je m'appelle Thésalie Vance. Et avant que vous ne décidiez si j'ai été faible ce jour-là, assise dans ce fauteuil roulant sur mon propre porche, écoutant l'homme que j'ai épousé me dire de disparaître, laissez-moi vous dire qui j'étais avant. Parce que la femme qu'il pensait avoir brisée n'était pas la femme qui était sur le point de se relever de toutes les manières qui comptaient. Il y a 3 ans, je vous aurais dit que ma vie était ordinaire de la meilleure façon possible. J'avais 34 ans, je vivais dans une banlieue tranquille près de Charlotte, marié à un homme nommé Grantham Vance. Mère de 2 enfants, Rowan, qui avait 8 ans, et Nolan, qui venait d'avoir 5 ans. Grantham et moi nous sommes rencontrés à l'université. Il était charmant à l'époque, le genre de charme qui vous fait oublier de poser les questions difficiles. Il avait une façon de réchauffer une pièce simplement en y entrant. Et pendant des années, j'ai cru que cette chaleur m'était destinée. J'ai créé une petite entreprise de design d'intérieur à partir de rien. Cela a commencé avec un seul client, un ami d'un ami qui voulait refaire sa cuisine, et cela a grandi lentement, obstinément, comme les vraies choses grandissent. Au moment de l'accident, j'avais un studio en centre-ville, 3 employés et une liste d'attente de clients qui voulaient que leur maison ressemble à la mienne sur les photos. Grantham travaillait dans l'immobilier commercial. Il était bon dans son travail, bon pour parler, bon pour convaincre les gens que ce qu'il vendait était exactement ce dont ils avaient besoin. J'admirais cela chez lui. Je ne comprenais pas encore qu'un homme qui peut convaincre n'importe qui de n'importe quoi peut aussi se convaincre que la trahison n'est rien de plus qu'une décision commerciale. Nous n'étions pas une famille parfaite. Aucune famille ne l'est. Mais nous étions, je le pensais, une vraie famille. Les crêpes du dimanche, les matchs de football de Rowan. L'obsession de Nolan pour les dinosaures signifiait que chaque conversation au dîner revenait finalement à la période du Crétacé. Je pensais connaître entièrement la forme de ma vie. Je ne savais pas que cette forme se fissurait déjà tranquillement dans des endroits que je ne pouvais pas voir. Il y a un type particulier de confort dans la routine et, avec le recul, je pense que ce confort est exactement ce qui m'a fait cesser d'être attentive. Chaque matin, Grantham partait pour le bureau à 7h15. Chaque soir, il rentrait vers 18h, parfois plus tard si une affaire se concluait. Nous dînions ensemble la plupart des soirs, tous les 4, et après, il aidait Nolan avec ses puzzles de dinosaures pendant que je vérifiais les factures à la table de la cuisine. Et tout cela semblait si ordinaire que l'ordinaire a commencé à ressembler à une sorte de promesse. Ma mère me disait qu'un mariage ne se brise pas au moment où il se termine. Il se brise tranquillement au fil des ans, en 100 petits choix que personne d'autre ne peut voir. Je n'ai compris ce qu'elle voulait dire que bien plus tard. Je pensais que l'amour, une fois construit avec assez de soin, restait simplement construit. Je ne savais pas encore que certaines personnes sont capables de rester dans une vie qu'elles ont déjà décidé de quitter. Souriant au petit déjeuner, vous embrassant pour vous souhaiter une bonne nuit, tout en faisant tranquillement de la place dans leur esprit pour quelqu'un d'autre. C'est arrivé un mardi au début du printemps. Je me souviens du temps plus que de presque tout le reste. Ce froid étrange et lumineux que le début du printemps apporte parfois. Du soleil sans chaleur. Je rentrais en voiture d'un rendez-vous avec un client, passant en revue des échantillons de peinture dans ma tête, ne pensant à rien de plus dangereux que de savoir si une certaine nuance de vert sauge fonctionnerait dans la salle à manger d'un client. Un camion a grillé un feu rouge à une intersection que j'avais traversée 1000 fois auparavant. Je me souviens du son avant de me souvenir de l'impact, une sorte de cri métallique déchirant qui ne semblait pas appartenir au monde réel. Puis il y a eu un vide, un endroit où le temps a simplement cessé d'exister. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit d'hôpital et un médecin aux yeux fatigués m'expliquait doucement que les dommages à ma colonne vertébrale étaient suffisamment graves pour que personne ne puisse encore me dire si je remarcherais un jour ou quelle part de cette capacité. Le cas échéant, je pourrais éventuellement récupérer. Les blessures à la colonne vertébrale, a-t-il dit, suivaient rarement un chemin prévisible. Je me souviens avoir fixé les carreaux du plafond et fait le calcul étrange que les gens font dans des moments comme celui-là. Aller chercher Rowan à l'école, les histoires du soir pour Nolan, la présentation aux clients que je devais faire jeudi. Rien de tout cela n'avait plus de sens car rien de tout cela ne tenait compte d'un corps qui n'obéissait plus. Grantham m'a rendu visite tous les jours pendant la première semaine. Il m'a tenu la main.
Il m'a dit que tout irait bien. Il a dit aux enfants que leur mère était forte, qu'elle rentrerait bientôt à la maison, que notre famille n'était pas brisée. Je l'ai cru. Ce fut mon erreur. Pas l'accident, pas le camion, pas le fauteuil roulant. Le croire a été la seule véritable erreur que j'ai commise dans toute cette histoire. En y repensant maintenant, je peux voir les petites choses que j'ai manquées. La façon dont ces visites se sont raccourcies au fil des semaines. La façon dont il vérifiait constamment son téléphone, inclinant l'écran loin de moi comme une habitude qu'il ne remarquait même plus. La façon dont sa voix, lorsqu'il parlait à quelqu'un lors de ses appels dans le couloir, tombait dans un registre que je ne l'avais pas entendu utiliser avec moi depuis des années. Doux, chaleureux, familier d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'inquiétude pour sa femme blessée. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Le chagrin et la peur font des choses étranges à un esprit. Je me suis plutôt concentré sur la kinésithérapie, sur les petites victoires angoissantes, remuer un orteil, me tenir droite pendant 30 secondes, puis 1 minute. Ma thérapeute, une femme patiente nommée Audelise, me disait, plus pour me réconforter que comme un fait médical, que le corps retrouve parfois le chemin de ce qu'il a connu, même après que l'espoir ait tranquillement cessé de l'attendre. Je me suis accroché à cela. Je m'y suis accroché si fort que c'est devenu la seule chose qui me maintenait stable. Il y a eu un après-midi, environ 5 semaines après le début de ce qui allait devenir un séjour de 6 semaines à l'hôpital, auquel je pense encore souvent. Une infirmière nommée Verligne, qui avait pris l'habitude de venir me voir pendant ses pauses, a mentionné en passant que mon mari avait demandé à l'accueil 2 fois cette semaine-là quand exactement ma date de sortie serait finalisée. Pas par empressement de me ramener à la maison, a-t-elle précisé avec soin, sentant mon expression changer. Il avait demandé spécifiquement combien de préavis il aurait à l'avance. À l'époque, je me suis dit qu'il préparait simplement la maison, prenant des dispositions pour une rampe pour fauteuil roulant, les horaires de garde d'enfants, le genre de planification pratique que tout conjoint responsable gérerait à l'avance. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'un homme pourrait demander un préavis du retour de sa femme pour un tout autre type de préparation. Je comprends maintenant que certains avertissements arrivent déguisés en petits détails oubliables. On ne les reconnaît pour ce qu'ils étaient qu'après que tout le reste se soit déjà effondré. Mes enfants m'ont rendu visite 2 fois pendant ces semaines. Amené par ma sœur, car Grantham semblait toujours avoir une raison pour laquelle il ne pouvait pas faire le voyage lui-même. Rowan m'a fait des dessins de notre maison avec une rampe pour fauteuil roulant ajoutée aux marches de devant, coloriée avec soin en crayon jaune vif, et m'a dit qu'elle avait hâte que je rentre à la maison pour que les choses redeviennent normales. Nolan a demandé plus d'une fois si mes jambes fonctionneraient à nouveau avant son anniversaire. Je lui ai promis que j'essaierais. Je le pensais plus que je n'avais jamais pensé quoi que ce soit. Le jour de ma sortie, j'ai ressenti quelque chose de proche de la joie pour la première fois depuis des semaines. J'ai imaginé marcher, être poussé, au moins à travers ma propre porte d'entrée, dans une maison pleine d'odeurs familières et des voix de mes enfants. J'ai imaginé Rowan courant pour me serrer dans ses bras, faisant attention à la chaise. J'ai imaginé Nolan me montrant un nouveau fait sur les dinosaures qu'il avait appris pendant mon absence. Au lieu de cela, lorsque le transport de l'hôpital est arrivé dans notre allée, j'ai vu des valises. Mes valises, jetées sur le porche en un tas négligé. L'une d'elles était ouverte, une manche de mon pull préféré en sortait comme si elle avait essayé de s'échapper. Grantham se tenait en haut des marches, les bras croisés, son visage affichant une expression que je ne l'avais jamais vu me montrer auparavant. Pas de la colère, ni même de la culpabilité. Quelque chose de plus proche du désagrément. Comme si j'étais un meuble dont il avait décidé qu'il n'allait plus dans la pièce. Sors, a-t-il dit avant même que j'aie pleinement réalisé ce que je regardais. Prends tes enfants. Je n'ai plus besoin de toi. Pendant un instant, le monde entier s'est rétréci à ce porche. Cette voix, ces mots. J'ai entendu la voix de Rowan de quelque part à l'intérieur de la maison, appelant, confuse, demandant si maman était déjà rentrée. J'ai entendu Nolan demander pourquoi ses jouets étaient dans des boîtes près de la porte. J'ai regardé mon mari, un homme que j'avais aimé pendant plus d'une décennie, un homme dont je connaissais le visage mieux que le mien, et j'ai compris en un long et froid instant qu'il avait déjà pris sa décision. Il l'avait prise il y a des jours, peut-être des semaines, pendant que j'apprenais à bouger à nouveau mes propres doigts dans un lit d'hôpital, croyant que sa main dans la mienne signifiait quelque chose. Il ne me demandait pas de partir parce que j'étais handicapé. Il utilisait mon handicap comme une excuse, une sortie pratique qu'il avait clairement prévu de prendre avec ou sans accident. Je n'ai pas crié.
Je n'ai pas pleuré. Pas là où il pouvait le voir et le confondre avec une faiblesse qu'il pourrait exploiter davantage. Je l'ai regardé et quelque chose en moi, quelque chose qui s'était tranquillement reconstruit dans ce lit d'hôpital jour après jour aux côtés de mon corps, s'est mis en place. J'ai souri. Ce n'était pas le sourire d'une femme qui avait abandonné. C'était le sourire d'une femme à qui l'on venait de donner, sans le vouloir, exactement l'information dont elle avait besoin. Très bien, ai-je dit doucement. Je vais partir. Il a cligné des yeux, s'attendant clairement à une dispute qu'il n'a pas eue. Cela l'a déstabilisé plus que tout ce que j'aurais pu crier. Tu ne vas même pas demander pourquoi, a-t-il dit. Et il y avait quelque chose de presque offensé dans sa voix, comme si mon calme était une insulte au discours qu'il avait répété pour ce moment. Je n'ai pas besoin de demander, lui ai-je dit. Je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. Ce n'était pas encore tout à fait vrai, mais ça le serait assez tôt et une partie de moi, un instinct calme et aiguisé que je ne me sentais pas capable d'expliquer, a compris que le dire à voix haute calmement lui ferait bien plus de mal que n'importe quelle quantité de cris n'aurait jamais pu le faire. Grantham avait bâti tout son plan sur l'hypothèse que je le supplierais, que je pleurerais, que je lui donnerais une version de ce moment qu'il pourrait plus tard décrire à Kingsley ou à lui-même comme la preuve que partir avait été le seul choix raisonnable. J'ai refusé de lui donner cette histoire. Rowan est alors apparu dans l'embrasure de la porte, encore assez petite pour se cacher à moitié derrière le cadre, observant avec l'immobilité particulière qu'ont les enfants lorsqu'ils sentent que quelque chose ne va pas, mais n'ont pas encore les mots pour le dire. Je lui ai souri, le même sourire que je venais de donner à son père, bien qu'il signifiait quelque chose de tout à fait différent adressé dans sa direction. Nous allons rester chez tante Farran pendant un petit moment, lui ai-je dit doucement. Ça va être une aventure. Grantham ne m'a pas corrigé. Il n'a pas adouci sa position ni offert un seul mot à la fille qui regardait sa mère être ramenée en fauteuil roulant le long de la rampe. Il avait, à un moment donné au cours des 6 dernières semaines, pris la peine d'en faire installer un petit détail étrange auquel je penserai souvent dans les semaines qui suivirent, me demandant pour quelle version de son plan cette rampe avait été construite. Je ne suis pas allé loin. J'ai appelé ma sœur Farran, qui vivait à 20 minutes, et en moins d'une heure, elle et son mari avaient chargé mes valises cassées et mon fauteuil roulant dans leur camionnette avec 2 enfants très confus et très effrayés. Cette première nuit dans la chambre d'amis de ma sœur, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé à repasser chaque détail des 6 dernières semaines, rejouant des conversations, rejouant la façon dont les yeux de Grantham avaient évité les miens dans le couloir de l'hôpital. Rejouant un commentaire qu'il avait fait une fois des mois avant l'accident sur le fait qu'il était fatigué de la même routine chaque jour. Le matin, j'avais pris une décision. Je n'allais pas le supplier. Je n'allais pas pleurer devant lui à nouveau. J'allais découvrir exactement quoi ou qui avait rendu mon mari si désireux de m'effacer de sa vie au moment où je suis devenu un inconvénient. Cela n'a pas pris longtemps. Mon ami Corbin Reed était un avocat spécialisé en droit de la famille, quelqu'un que je connaissais depuis l'université, quelqu'un qui avait regardé Grantham et moi construire notre vie ensemble avec une sorte de scepticisme professionnel silencieux qu'il n'a jamais exprimé à voix haute jusqu'à ce que je l'appelle cette semaine-là et lui dis ce qui s'était passé. J'ai entendu des choses, a-t-il admis prudemment quand j'ai finalement insisté. Je n'étais pas sûr que c'était ma place de dire quoi que ce soit avant. Les choses qu'il avait entendues avaient un nom. Kingsley, une femme que Grantham avait rencontrée lors d'une conférence immobilière plus d'1 an auparavant. Quelqu'un qui travaillait dans le marketing immobilier de luxe. Quelqu'un de photogénique. Quelqu'un qui, selon les termes prudents et juridiques de Corbin, avait été de plus en plus présente dans la vie de Grantham depuis des mois. Bien avant l'accident. C'est le détail qui a tout changé pour moi. Ce n'était pas un homme qui a paniqué parce que sa femme est devenue handicapée. C'était un homme qui planifiait déjà sa sortie et mon accident lui avait simplement donné ce qu'il pensait être la parfaite histoire de couverture sympathique. Qui blâmerait un mari qui peine à s'occuper d'une femme soudainement handicapée, qui regarderait de trop près sa chronologie. Il n'avait pas compté sur Corbin. Il n'avait pas compté sur ma sœur. Et il m'avait gravement sous-estimé. Voici la partie de ma vie à laquelle Grantham n'a jamais prêté beaucoup d'attention parce qu'il n'en a jamais eu besoin. Mon père, avant son décès 4 ans plus tôt, avait été un homme prudent, un homme qui ne faisait pas confiance facilement et qui faisait encore moins confiance au mariage, ayant lui-même vécu un divorce douloureux des décennies auparavant. Quand il est décédé, il n'a pas laissé ma part de la propriété familiale et un compte d'investissement modeste mais significatif directement à moi. Au lieu de cela,
Agissant sur les conseils d'un avocat spécialisé en succession en qui il avait confiance, il a tout placé dans une fiducie, une décision que je n'ai qu'à moitié comprise à l'époque, et honnêtement un peu regrettée. Car cela signifiait que je ne pouvais pas simplement accéder au fonds comme je pensais le faire un jour. Les documents de la fiducie étaient spécifiques d'une manière à laquelle je n'avais pas prêté assez d'attention quand il me les avait expliqués pour la première fois. Les actifs de mon père et toute participation significative dans la petite propriété commerciale qu'il avait possédée en copropriété avec un partenaire commercial de longue date étaient détenus à mon seul nom, entièrement en dehors de nos finances conjugales. Sans aucune disposition accordant à un conjoint une quelconque créance sur eux, quelle que soit l'évolution de notre mariage au fil du temps. Grantham avait toujours supposé que cet héritage était quelque chose que nous partagions, quelque chose qui finirait par se fondre dans nos finances comme tout le reste. Il avait tort. Il n'avait simplement jamais pris la peine de s'asseoir avec l'avocat de mon père ou de poser les bonnes questions parce qu'il n'avait jamais imaginé une version de notre vie où ces questions importeraient. Il était sur le point d'apprendre à quel point elles importaient. Pendant qu'il était occupé à faire emménager Kingsley dans ce qu'il considérait encore comme notre maison, à se coordonner avec son propre avocat pour entamer une procédure de divorce selon ses termes, supposant que j'étais trop brisé, trop dépassé. Trop reconnaissante pour les quelques miettes de soutien qu'il offrait pour me défendre, je construisais tranquillement quelque chose de complètement différent. Corbin m'a aidé à rassembler la documentation. Des messages textes que Grantham avait négligemment laissés visibles sur une tablette familiale partagée des mois avant l'accident. Des messages qu'il n'avait jamais pris la peine de supprimer parce qu'il n'imaginait pas que j'aurais une raison de regarder. Des reçus d'hôtel d'un voyage d'affaires qui coïncidait étrangement avec un week-end que Kingsley avait posté depuis la même ville. Un schéma, une fois que l'on commençait à le chercher, qui était presque embarrassant de facilité à tracer. Et il y avait une autre chose que Grantham ne savait pas. Ma guérison allait plus vite que lui ou quiconque en dehors de mon équipe médicale ne le réalisait. Audlise, ma kinésithérapeute, m'avait prévenu très tôt de ne pas nourrir d'espoir trop grand, trop vite. Les blessures à la colonne vertébrale sont imprévisibles, a-t-elle dit. Certains patients retrouvent la mobilité en quelques semaines. D'autres jamais. Elle refusait de faire des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir. Mais quelque chose en moi refusait d'accepter jamais comme une réponse finale, non pas seulement par entêtement, mais parce que j'avais 2 enfants qui avaient besoin que leur mère se batte pour chaque centimètre de terrain qu'elle pouvait reconquérir. Chaque jour, 2 fois par jour, je travaillais. Je me suis d'abord concentré sur de petits mouvements, fléchissant mes orteils, puis mes chevilles, puis lentement, douloureusement, les muscles de mes jambes qui étaient devenus silencieux depuis l'accident. Je n'ai pas dit à Grantham les progrès que je faisais. En partie parce que nous parlions à peine après mon départ, et en partie parce qu'un instinct en moi, le même instinct qui avait remarqué le raccourcissement des visites à l'hôpital, me disait que cette information était précieuse, et que les choses précieuses sont plus en sécurité gardées secrètes. Au moment où la procédure de divorce a officiellement commencé, 3 mois après ce jour sur le porche, je pouvais me tenir debout sans aide pendant presque 1 minute complète. Je pouvais faire quelques pas hésitants avec le soutien de barres parallèles. C'était loin d'être une guérison complète. Mais c'était suffisant. Assez pour savoir que je n'étais pas la figure fragile et dépendante sur laquelle Grantham avait bâti toute sa stratégie de sortie. Il avait quitté une femme qu'il supposait resterait en permanence dépendante de lui, facile à écarter, facile à dominer dans toute procédure judiciaire, facile à dépeindre comme quelqu'un d'incapable de s'occuper correctement de 2 jeunes enfants. Au lieu de cela, lorsqu'il est arrivé pour la première réunion de médiation, s'attendant à une femme brisée dans un fauteuil roulant qu'il pourrait plaindre et déjouer dans le même souffle, il m'a trouvé assise droite à la table, étant entré lentement avec une canne, mais sur mes 2 pieds. Flanqué de Corbin Reed, avec un dossier de documentation qui a fait pâlir visiblement son propre avocat. L'expression sur le visage de Grantham à ce moment-là est quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Non pas parce que je voulais une vengeance dans un sens cruel et mesquin, mais parce que c'était la première fois depuis ce jour sur le porche qu'il me regardait et voyait clairement qu'il avait gravement mal calculé. « Tu marches » a-t-il dit doucement, presque pour lui-même, comme si la phrase ne rentrait pas tout à fait dans sa bouche. « J'y ai travaillé » ai-je dit. « Chaque jour. » Tu l'aurais su si tu avais jamais demandé. Il n'a pas eu de réponse à cela. Je l'ai regardé jeter un coup d'œil à son avocat comme s'il cherchait un script qui ne correspondait plus à la pièce où il était assis. Et pour la première fois depuis cet après-midi sur le porche, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine qui était restée tendue pendant des mois. Pas exactement le triomphe,
quelque chose de plus calme et de plus stable que cela, quelque chose de plus proche du soulagement. La médiation ne s'est pas déroulée comme Grantham l'avait prévu. Son avocat avait préparé un argumentaire basé sur des hypothèses dépassées. Une mère handicapée, incapable de travailler, incapable de fournir des soins stables, un père intervenant par nécessité pratique. Tout s'est effondré dans les 20 premières minutes. Corbin a exposé la chronologie calmement, sans théâtralité, car les faits n'avaient pas besoin de théâtralité. Des messages montrant que la relation de Grantham avec Kingsley avait commencé bien plus d'1 an avant mon accident. Des dossiers financiers montrant de l'argent discrètement déplacé sur un compte séparé dans les mois précédant ma sortie de l'hôpital. De l'argent destiné, semblait-il clair, à financer une nouvelle vie qu'il avait déjà prévue, avec ou sans moi dans le tableau. Et puis il y avait la question de la fiducie de mon père, que le propre avocat de Grantham n'avait apparemment jamais pris la peine d'enquêter correctement. La propriété, le compte d'investissement, tout cela, détenu à mon seul nom depuis avant même notre mariage, dans ce chapitre particulier de nos finances, entièrement hors de portée du règlement de divorce qu'il pensait obtenir. Grantham avait supposé que me laisser sur ce porche lui coûterait peu. Une brève période de culpabilité, peut être facilement gérée avec la bonne histoire racontée aux bonnes personnes. Au lieu de cela, cela lui a coûté la sécurité financière qu'il tenait pour acquise. Et alors que les gens de son cercle professionnel ont progressivement reconstitué ce qui s'était réellement passé grâce à des amis communs, aux procédures de garde, au genre de chevauchement de petites villes qui existent même dans une ville de la taille de la nôtre. Sa réputation a pris un coup qu'il n'avait pas prévu. Je ne me suis pas battu par cruauté. Je me suis battu pour mes enfants et pour que la vérité soit enfin là où elle devait être, au grand jour, au lieu d'être enterrée sous le charme prudent de Grantham. Il y a eu un moment vers la fin de cette première séance de médiation où Grantham a demandé à me parler en privé pendant quelques minutes seulement. Corbin a semblé hésitant, mais j'ai hoché la tête, curieuse plus que toute autre chose de ce qu'il pensait pouvoir encore dire. Nous nous tenions dans une petite pièce annexe, le genre d'espace neutre et oubliable que les cabinets d'avocats semblent garder spécifiquement pour les conversations inconfortables. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Ou peut-être que je ne l'avais tout simplement pas regardé de près depuis des mois. J'ai paniqué, a-t-il dit, après l'accident. Je ne savais pas comment être le mari de quelqu'un qui pourrait ne plus jamais marcher. Je n'en suis pas fier, mais c'est la vérité. Tu n'as pas paniqué la semaine où tu as demandé à l'accueil de l'hôpital un préavis de ma date de sortie, ai-je dit. Tu as planifié. Il y a une différence, Grantham, et je pense que tu la connais. Il n'a pas argumenté. Cela, plus que toute autre chose, m'a dit tout ce que j'avais encore besoin de savoir. Un homme qui panique essaie de s'expliquer bruyamment, désespérément. Un homme qui a été pris se tait simplement comme il l'a fait alors, fixant un point au-delà de mon épaule au lieu de mon visage. J'espère que tu es heureuse, a-t-il ajouté finalement. Et je ne pouvais pas dire si c'était destiné à être une insulte ou quelque chose de plus proche de la reddition. Je le serai, lui ai-je dit, éventuellement. Mais pas grâce à quoi que ce soit que tu aies fait pour moi. Je suis sorti de cette pièce par moi-même, canne à la main, plus stable que je ne l'avais été depuis des mois. Le résultat de la garde a été façonné par plus que le simple schéma de malhonnêteté que Corbin avait découvert. Dans les semaines qui ont suivi l'épisode du Porsche, pendant que je séjournais chez ma sœur, Grantham avait laissé Rowan et Nolan à 2 reprises avec une voisine qu'il connaissait à peine pour pouvoir passer la soirée avec Kingsley. Manquant entièrement une prise en charge prévue et laissant les enfants attendre près de 2 heures à l'école avant que l'accueil ne me contacte finalement. La conseillère des enfants, qui a rencontré les 2 enfants séparément dans les mois qui ont suivi, a documenté une détresse réelle liée à ces incidents, ainsi qu'à la manière abrupte dont leur père avait géré la séparation elle-même. Compte tenu de ce dossier, le tribunal m'a accordé la garde principale, le temps de Grantham étant supervisé et limité jusqu'à ce qu'il puisse démontrer un schéma de soins constant et fiable. Le règlement financier reflétait la vérité de ce qui s'était réellement passé. Pas un mari en difficulté contraint à des décisions difficiles, mais un homme qui avait abandonné sa famille avant que les circonstances ne l'y obligent. Kingsley, j'ai appris plus tard par des connaissances communes, n'est pas resté longtemps une fois que toute l'histoire est devenue publique, et une fois que la situation financière de Grantham s'est avérée bien moins stable qu'il ne l'avait laissé croire. Un de ses anciens collègues a mentionné presque nonchalamment que Kingsley avait déménagé dans une autre ville dans l'année et qu'il ne s'était pas parlé depuis la finalisation du divorce. Je n'ai rien ressenti de particulier en entendant cela. Ni satisfaction, ni sympathie,
juste une confirmation silencieuse de quelque chose que j'avais déjà compris par moi-même. Les relations construites sur l'effondrement de quelqu'un d'autre ont tendance à ne pas tenir leur propre poids très longtemps. Il y a eu aussi une conséquence plus petite et plus étrange que je n'avais pas anticipée. L'employeur de Grantham, une entreprise qui tenait soigneusement à son image publique, l'a discrètement réaffecté loin des comptes en contact avec la clientèle une fois que suffisamment de personnes dans ce cercle de connaissances ont entendu une version de ce qui s'était passé. Personne n'a eu besoin de dire les mots à voix haute pour que le message passe. La confiance, une fois visiblement brisée dans une partie de la vie d'une personne, a tendance à rendre les gens prudents à l'idée de l'accorder ailleurs. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose. Me relever, dans tous les sens de cette expression, ne s'est pas produit en un moment dramatique, aussi satisfaisant que cela serait à raconter. Cela s'est produit lentement, douloureusement, au cours de mois qui ont mis à l'épreuve chaque once de patience que j'avais. Mais cela s'est produit. Aujourd'hui, je marche avec seulement une légère différence à peine perceptible dans ma démarche. Quelque chose que seul moi semble encore remarquer. Mon studio de design, que je craignais de perdre complètement pendant ces sombres premières semaines, a non seulement survécu mais a grandi car les clients, dont beaucoup ont entendu une version de mon histoire, semblaient me faire plus confiance, pas moins. Une fois qu'ils ont compris ce que j'avais traversé, littéralement, pour être encore derrière mon travail. Je me souviens de la première fois où je suis entré dans mon studio sans aide, sans la canne, des mois après la conclusion de la médiation. Ma plus jeune employée, une jeune femme brillante nommée Rosalyn, qui avait rejoint l'équipe seulement quelques semaines avant mon accident, s'est littéralement arrêtée au milieu d'une phrase et m'a dévisagé. Je n'avais dit à personne au travail jusqu'où ma guérison était allée. J'avais pris l'habitude de garder cette victoire particulière pour moi, comme je l'avais autrefois gardée secrète de Grantham, mais pour des raisons entièrement différentes cette fois. C'était comme quelque chose qui valait la peine d'être protégé tranquillement, au moins jusqu'à ce que je sois prête à le partager selon mes propres termes. Rowan et Nolan s'adaptent comme le font les enfants, avec une résilience qui m'humilie parfois. Rowan garde toujours ce dessin au crayon de notre ancienne maison avec la rampe pour fauteuil roulant rangé dans un tiroir de sa nouvelle chambre, bien qu'elle le mentionne rarement maintenant. Nolan, fidèle à la promesse que je lui avais faite dans ce lit d'hôpital, a pu me voir l'accompagner à sa fête pour son 6e anniversaire 6 mois plus tard, sans fauteuil roulant en vue. Et l'expression sur son visage lorsque je me tenais à la porte pour accueillir ses amis est quelque chose que je garderai avec moi pour le reste de ma vie. Il voit une mère qui n'a pas disparu quand on lui a dit de le faire, qui n'a pas accepté la forme que quelqu'un d'autre essayait d'imposer à sa vie. Je pense qu'un jour, quand ils seront plus âgés, cela comptera pour eux plus que presque tout ce que je pourrais leur apprendre. Je n'ai jamais mal parlé de leur père devant eux, aussi tentant que cela puisse parfois être. Je veux qu'ils tirent leurs propres conclusions en leur temps, en fonction de la manière dont ils choisissent de se montrer pour eux à l'avenir, plutôt que sur quelque chose d'amer que je pourrais dire dans un moment de faiblesse. Grantham m'a contacté une fois, des mois après que tout se soit calmé, avec un message qui ressemblait moins à des excuses qu'à une tentative d'adoucir l'histoire avec laquelle il doit maintenant vivre. Je n'ai pas répondu. Certains silences ne sont pas des blessures. Certains silences sont simplement des portes fermées fermement sur un chapitre qui n'a plus besoin d'être revisité. Je pense souvent à ce moment sur le porche, les valises jetées négligemment sur les marches, sa voix me disant de disparaître, mon propre silence en réponse. Je me demandais si j'aurais dû crier, si j'aurais dû argumenter, si j'aurais dû lui donner la réaction qu'il semblait attendre. Je ne me le demande plus. Mon silence n'a jamais été de la faiblesse. C'était le son d'une femme décidant en temps réel qu'elle reconstruirait toute sa vie selon ses propres termes sans donner à l'homme qui essayait de l'effacer la satisfaction d'un seul mot inutile. Il voulait une femme brisée qu'il pourrait tranquillement jeter. Il a eu à la place une femme qui s'est relevée, plus lentement qu'avant peut-être, mais plus stable qu'elle ne l'avait jamais été. Parfois, tard dans la nuit, après que les enfants dorment, je pense encore à la version de cette scène du porche que j'aurais pu jouer à la place. Les cris, les supplications, la version de moi-même qui aurait pu le poursuivre pour des réponses qu'il n'allait de toute façon jamais donner honnêtement. Je comprends maintenant que cette version de moi aurait donné à Grantham exactement ce dont il avait besoin. Une histoire sur une femme fragile et désespérée qu'il n'avait d'autre choix que de laisser derrière lui. Au lieu de cela, je lui ai donné le silence. Et le silence, il s'avère, est une chose bien plus difficile pour un homme coupable de se défendre. Il n'y a aucun argument pour le contrer. Aucun charme ne peut le ramener à la soumission. Il attend simplement patiemment que la vérité fasse le reste du travail par elle-même.
Je ne sais pas encore à quoi ressemble le prochain chapitre de ma vie. Pas entièrement. Je sais qu'il implique mes enfants, mon studio en pleine croissance et une version de moi-même que j'apprends encore à connaître. Plus stable, plus calme, bien moins disposé à confondre à nouveau le charme avec l'amour. Je sais qu'il n'implique pas d'attendre la permission de quiconque pour continuer à me tenir debout. Si quelqu'un dans votre vie a déjà essayé de vous faire disparaître au moment où vous êtes devenu un inconvénient pour lui, qu'est-ce que votre silence lui aurait répondu?